Chaque semaine, on retient 3 actus, parfois un peu plus, qui ont attiré notre curiosité. Métro, auto, vélo, toutes les mobilités sont au programme de Plein Phare, notre talk show en direct dédié à la mobilité. Ça se passe tous les mardis soirs à 19h sur Twitch. Si vous voulez nous rejoindre en direct, on vous met le lien de la chaîne en description. Plein Phare, c'est aussi des débats, des invités et plein d'autres thématiques à découvrir tous les mardis soirs. D'ici là, donne-nous ton avis en commentaire sur ces actus de la semaine. Abonne-toi pour nous soutenir et bonne route! Guillaume, on va commencer par la toute première actualité. Elle est toute chaude, puisque la voiture vient d'être présentée aujourd'hui. Ou plutôt, elle va être présentée ce soir même, précisément. À partir de 19h. À partir de 19h. Plein Phare. Donc voilà, exactement, comme Plein Phare. Là, c'est bien, Audi a fait les choses bien. Mince, j'ai dit Audi. C'est bien d'Audi dont on va parler. Eh ben oui, tu t'es pas trompé. Ah, je ne me suis pas trompé. Visiblement, les notes sont utiles. Hein. On va parler de l'Audi e-tron GT, précisément. Tout à fait. Donc, parle-nous un petit peu de cette voiture. Cette voiture, en fait, on la connaît un petit peu, puisqu'il y a un concept qui est apparu il y a quelques mois, voire années maintenant. C'est vrai. À l'époque où il y avait encore des salons automobiles. Donc ça commence à dater un petit peu. Vrai, oui. Ouais. Où tu pouvais monter dans les voitures et tout. Oui, alors peut-être pas dans les concept cars pour le coup. Pas dans les concept cars, effectivement. C'est assez rare, même en tant que journaliste. Mais en effet, c'est un premier véhicule alors qui est basé sur la Porsche Taycan, ou Taycan. Je ne me trompe pas. Je préfère Taycan. Tu préfères Taycan? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? Est-ce que vous préférez Taycan ou Taycan? Donc, est-ce que ce sont les vraies photos officielles qu'on a réussi à choper en 10 minutes? Incroyable, quelle équipe! Elle ressemble beaucoup au concept car. Moi, j'ai eu un doute quand j'ai vu les photos. Je me suis dit, mince, c'est le concept ou c'est la version de série? Elle est super proche. Elle est super proche du concept, ce qui est très agréable. Bon, après, quand on commence à regarder la portière, on voit d'où elle vient. Puisqu'on reconnaît un petit peu la forme de la Porsche Taycan. Oui, mais à la ligne peut-être un peu plus musclée, et pourtant c'est pas une Porsche, c'est une Audi, plus sportive. Ça va être assez intéressant de voir si le marché est capable d'absorber une électrique supplémentaire de l'autre gamme, mais pourquoi pas finalement. Oui, parce que finalement c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Hein. Au-delà de la Porsche Taycan, t'as la Tesla Model S, t'auras bientôt la Mercedes EQS qui va arriver. Oui. Alors Guillaume, si j'ai bien compris, vu que c'est une base de Porsche Taycan, elle aura a priori les mêmes puissances. J'ai compris que c'était entre 350 kW et 440 kW, ce qui correspond grosso modo à 476, on a fait le calcul, jusqu'à 598 chevaux. Tout à fait, j'ai plus rien à dire du coup. Ouais, non, presque. Si, peut-être un 0 à 100 km/h. Il serait à combien? Entre 3,3 et 4,1 secondes. Toi, t'as pas le temps, tu raisonnes en 3,3, 4,1... Pas le temps de dire virgule. Non, pas le temps. D'accord, pas le temps. Pas le temps, sinon on est en retard. Bah bien sûr. Par rapport à cette accélération. Pas autant que François, on peut quand même être en retard. Ça va, c'est la Je note. Et pour répondre à Eric, si on s'abonne, oui, il y aura des jeux de mots supplémentaires de François, donc mince, je sais pas si c'est un argument en fait. En tout cas, on va pas faire de jeu de mots sur le nom e-tron parce que on pourrait en faire des planqués. Je demande à Romuald en régie, j'ai mis la photo d'une e-tron d'une couleur magnifique. Voilà. Oui, voilà. Fantastique. C'est clairement une couleur e-tron, on est d'accord. Allez. Il fallait la faire, mais oui, pourquoi pas. Ouais, non, je me suis dit vraiment... Nicolas Meunier dans nos cœurs qui a photographié un e-tron Quattro à la Selle Saint-Cloud. Je vous la laisse, évidemment. Je ne toucherai pas à cela. Non, mais c'est... Alors, au-delà du nom qui peut nous faire penser à plein de choses en France, c'est la nomenclature même de cette gamme e-tron qui pose entre la e-tron GT, la e-tron tout court, la e-tron Sportback. C'est ça. Et surtout que là, j'ai envie de dire qu'encore pour l'instant ça va, mais dans quelques mois, il y aura un SUV compact électrique sur base de Volkswagen ID4 et il s'appellera Q4 e-tron. Là, c'est plus logique déjà, je trouve, qu'on ait un nom de modèle plus le e-tron. Mais ça sera le roi ou pas des SUV? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Personne n'a mon jeu de mots? Je suis pas sûr d'avoir compris. e-tron. E-tron en haut du trône. Bah oui, il va trôner sur... Oh là 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 là. Cela dit, un Q4, normalement, c'est un carré de dame. Et c'est quand même le carré de roi qui gagne parce que dans le jeu de cartes, le sexisme règne encore. Cela dit... le mot de la fin sur cette âme. Et oui, ils se sont complètement perdus.
ils se sont complètement perdus. À partir du moment où ils ont lancé l'e-tron Quattro, ils pensaient qu'avoir un seul modèle électrique dans une gamme, ça suffirait. Maintenant, ils sont obligés d'avoir des gammes électriques complètes. Ah, mais c'est ça. Et un peu comme EQC, EQA, EQB, et ça commence à être encombré parce que soit les noms sont déjà pris, soit dans les architectures et dans les arborescences, ça commence à être un petit peu encombré en haut. Et encore, je trouve que Mercedes a un tout petit peu mieux géré que Cody sur le sujet, mais ouais, je pense qu'à l'avenir, ça va poser quelques soucis dans Et à l'origine, Tron, ça vient d'où? Ça vient du trône de Game of Thrones. Non. Ah. Du film alors. Tout à fait. Les années 80, c'est une évocation au film de science-fiction Tron, qui a été ressuscité par Disney au milieu des années 2010 avec une fantastique BO signée des Daft Punk, qui pour la première fois touchait à un orchestre symphonique. Ils en ont d'ailleurs un peu abusé en nappe sonore, mais c'est toujours agréable à écouter. Carrément. Et Tron était une évocation un petit peu techno... comment est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs? C'est plus une... C'est de la culture geek, quoi. Parce que là, tu vois, finalement, j'aime bien avec cette ça passe bien classification-là. de dire que toutes les gammes qui sont un peu para-pétrolières, pour le coup, ou para-énergétiques, avaient ce côté un petit peu technophile. C'est ça. Après, c'est toute la question du à terme, finalement, parce que ça a son sens, ou ça avait son sens il y a encore quelques années, mais si dans les prochaines années, toutes les voitures deviennent électriques, ça aura un peu moins de sens. Mais ça pourrait faire l'objet d'un débat central, je pense, intéressant. Moi, ça me plairait beaucoup. Comment les constructeurs automobiles intègrent justement leur gamme, leur nouveau modèle électrique. Tu vois, Par contre, là, tout de suite, on va évoquer la Lancia Y qui est restylée pour la 58e fois. Non, tu exagères un petit peu. Pour la 2e fois sur cette génération-là, ça fait 10 ans qu'elle est sortie. Restylée précédemment en 2015. À peu près, oui. Cette fois 2021. Juste après sa monopolisation du marché italien, si je peux me permettre. Merci. Bonsoir Yandrian Solo, je dis bonjour. Et Eric, c'est Lancia qu'il faut dire. Oui, Lancia comme Dacia, Y. C'est un U. C'est un Y. Qui se prononce en grec U. Oui, mais là on est en italien. Moi les Grecs, j'aime pas trop ça. Bon. Non, c'est pas vrai en plus. Bon, allez, parle-nous de cette voiture, Guillaume. Cette voiture est intéressante puisque elle est basée sur la Fiat Panda, qui vit aussi une carrière très très longue. C'est vrai qu'elle est toujours là. Donc petit racing qui se limite à l'avant principalement, avec une calandre qui retrouve ses barrettes verticales qu'on avait connues sur plusieurs modèles. Mais si, François. Oui, non, mais la Delta restylée. La Delta restylée, tout à fait. Fedra restylée. Tout à fait. Donc la calandre évolue. De prison, c'est son nom, c'est ça, je crois. Waouh. Donc elle a emprisonné un moteur qui se met à l'hybride, comme les autres modèles de Fiat. D'ailleurs, les chevaux trépinent, c'est pour ça que c'est une Lancia. On va retourner sur les blagues de chevaux? Non. Merci. Non, c'est bon. Ne vous cabrez pas. Et une petite évolution aussi sur la prise d'air du pare-choc, avec un chrome qui fait une forme de V élargie. Qui avait une vague avant, un peu comme les RS de chez Renault de mémoire. Et à l'intérieur, il y a une petite mise à jour des écrans de connectivité. L'arrière ne change pas. Oui, l'arrière ne change pas. En connectivité, c'est Apple et Android qui arrivent. C'est ça. Et c'était pas là. Non, c'était pas là. Moi, j'ai un bon souvenir de cette voiture. J'étais un peu déçu. Moi, je suis pas très attentif à la qualité des plastiques, tout ça, mais là, c'était quand même un peu cheap pour une voiture qui se voulait un peu premium urbain. C'est un peu dommage. C'était quand même, je pense, une bonne citadine. C'est une voiture qui a du charme, je trouve. Oui. Elle a 10 ans, elle fait toujours son effet. Et on rappelle que la Lancia Y se vend plus que l'Alfa Romeo. Globalement, c'était quand même assez dingue. C'était vrai en 2019, avec 56 000 ventes pour Lancia et 52 000 pour Alfa Romeo Monde. L'année dernière, Alfa Romeo apparemment a réussi à tâter les 58 000 quand Lancia, coronavirus en plus en Italie, son seul marché oblige, est descendu, je crois, à 42 000 ventes. C'est-à-dire ils sont même derrière DS, qui est 10e constructeur le plus producteur avec 44 000 ventes l'an dernier chez Stellantis. Donc paradoxalement, cet argument qui était fantastique, c'est-à-dire de dire d'une marque mondiale soutenue à milliards, une petite qui n'a rien reçu depuis 10 ans, finit toujours par lui tenir la dragée haute sur un mini-marché qui est d'ailleurs pas le plus gros marché du monde. Malheureusement, ça ne marche plus. Mais ça marche plus proportionnellement, c'est quand même pas mal. Mais c'est complètement fou, et ça justifie tout à fait que Lancia soit encore au cœur de la stratégie premium de Stellantis, et non pas une marque promise à l'abandon, comme tout le monde le disait. C'est vrai que ça c'est génial, de se dire que finalement la marque va perdurer, contrairement au même renaître en fait, contrairement à ce qu'on croyait tous.
Elle a un sacré passé. Hein. On va pas faire l'histoire de Lancia pendant les news, mais ça pourrait. on pourrait. Puis un autre point aussi, qui est de dire, je crois on le disait à l'émission numéro 2 ou 3, souvent les gens ne savent pas remplacer leur voiture lorsqu'elle disparaît du marché. Les gens qui aujourd'hui ont une Ypsilon en France, allez, désolé, sexisme oblige, mais le modèle lien vide sont souvent des femmes, ne retrouvent pas de modèle équivalent. Si tu as choisi une Ypsilon, c'est que t'as pas forcément choisi une Fiat 500, qui a un côté beaucoup plus glamour, mais qui a aussi 2 portes en moins. Tu n'as pas choisi une Mini qui est beaucoup plus grosse et large, et forcément dans les tailles de garage, les tailles de place de parking, surtout en région parisienne ou dans les grandes villes, ça compte. Une Twingo non plus. Bon, alors il y a le mythe du coffre qui chauffe, même si on sait qu'il est grandement faux, mais beaucoup n'ont pas choisi une Twingo parce que l'architecture Twingo ne leur plaisait pas. Ils veulent toujours une citadine à moteur avant, simple. Et là-dessus, l'Ypsilon n'a toujours pas de descendance. Écoute, on espère qu'elle en aura une, en tout cas, grâce à l'avenir au sein du groupe Stellantis, on espère, voilà. Moi, je replace mes cheveux. J'aurais dû les attacher ce soir. Bah tiens, ouais, c'est vrai ça. Bon, Lancia Ypsilon, Audi e-tron GT, c'est quoi le prochain sujet? Bon, on va parler un peu de mauvaises nouvelles. Une petite mauvaise nouvelle. Si tu veux, vas-y. Bah, on a eu les chiffres du marché français. Ouais. Au mois de janvier. C'est la déprime. Alors, une petite déprime quand même. Parce qu'il faut se rappeler que le mois de janvier 2020 était encore dans sa lancée. Qu'est-ce qu'il fait non pas dans sa Lancia. Oui, c'est tout à l'heure en faisant le visuel, ça sent pas bon, vous êtes très négatif. Oui, les ventes de véhicules particuliers utilitaires baissent de 3%. Et si on regarde les véhicules particuliers, on est à moins 6%. Mais je trouve que c'est quand même pas mal parce que, encore une fois, janvier dernier était un mois, on va dire, normal. Ouais. On n'avait pas encore imaginé la catastrophe sanitaire qu'on vivait après. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a quand même plein d'incertitudes. Il y a quand même plein de métiers qui sont en chômage partiel, qui n'ont pas de visibilité sur leur avenir. Et le marché ne baisse que de 6%. C'est quand même une performance pour moi, à mon niveau. Et surtout, il faut regarder d'autres chiffres. On a un boom des FEV. On a un boom des utilitaires électriques, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'en 2024, on ne pourra pas rouler en diesel à Paris. On ne parle pas de galette des rois, on est d'accord, quand tu parles de FEV. Tout à fait. On parle de quoi? Des véhicules hybrides. Alors je sais plus. Hybride rechargeable. Voilà. Plug-in hybrid. C'était le plugin que je cherchais pour T'inquiète. Ouais, effectivement, là, eux, ils cartonnent pour le coup. Il y a eu plus 115% d'augmentation des immatriculations par rapport à l'année dernière. Plus 66%, si j'en crois mes chiffres, pour les utilitaires électriques. Mais il y a eu une baisse, j'allais dire une petite baisse, mais non, une baisse tout court pour les voitures électriques particulières, puisque par rapport à janvier 2020, elles ont fait moins 41%. Alors il y a quelques explications qui peuvent expliquer logiquement cette baisse-là. En fait, déjà, si on regarde par rapport au mois de décembre, où le marché automobile globalement avait cartonné, et principalement surtout les voitures électriques et PHEV, en fait, il y a eu énormément d'immatriculations dans ces eaux-là, novembre-décembre, pour que les constructeurs puissent rentrer dans leur quota CO2. Parce que les marques aujourd'hui, de plus en plus, sont contraintes de ce point de vue-là, et forcément doivent rentrer dans les clous à la fin de l'année et avoir des gammes qui finalement ne sont pas trop chiffrées en matière de CO2. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que, pareil, pour remplir les objectifs de vente, les constructeurs, ou plutôt les concessionnaires, ont poussé à l'achat, poussé à l'immatriculation en décembre. Ce qui a marqué du coup la fin de l'année, avec un énorme boom des immatriculations, qu'elles soient électriques ou thermiques. Et forcément, en janvier, tout ça c'est plus là. Donc forcément, on a des chiffres qui sont moins bons de décembre à janvier. Par contre, si on regarde, et c'est quand même la période de référence, si on regarde par rapport à janvier 2020, et par rapport aux électriques précisément, on a eu une explication cette semaine du CCFA, qui nous expliquait qu'en janvier 2020, il y avait pas mal de véhicules de démonstration qui avaient été immatriculés, de véhicules électriques de démonstration. Et surtout qu'il y a un an encore, le véhicule électrique n'était pas au niveau, en termes de vente, en termes d'immatriculation, que le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Dans le sens où, autant en janvier 2020, on faisait encore beaucoup de ristournes sur les voitures électriques, au-delà des aides à l'achat, autant aujourd'hui, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un marché mature, mais en tout cas, il commence quand même à être de plus en plus conséquent et de plus en plus chargé, entre guillemets, si je peux me permettre le jeu de mots, dans le sens où il y a de plus en plus de modèles, de plus en plus de propositions. Donc voilà, il y a moins de cadeaux qui sont faits de la part des constructeurs et des concessionnaires. Et peut-être que du coup, ça s'est un petit peu tassé en janvier. Il faudra voir sur le temps long, et notamment sur le premier trimestre. Effectivement, Navigator qui nous informe aussi qu'il y avait 2 jours ouvrés en moins, ça peut jouer, c'est sûr. Surtout 6%, ça joue.
Parce qu'il s'est passé un truc du coup le 5 février. Tu as écrit que des joyaux français ont été vendus. Ah, tout à fait. De quel joyau parle-t-on? Eh bien, de joyaux de sport. Et en 1972, la France gagnait enfin les 24 heures du Mans avec un V12 français, avec un pilote français, avec une écurie française. C'était l'épopée Matra à son sommet. Après toute l'épopée F1, F2, F3, d'ailleurs Jean-Luc Lagardère l'avait théorisé, il avait dit la F3 pour s'aguerrir, la F2 pour se confirmer, la F1 pour triompher, et les 24 heures du Mans pour sublimer. Les 24 heures du Mans 72, c'était le triomphe ultime. Pescarolo, Graham Hill, victoire totale, et puis un prototype qui ensuite a été un petit peu modifié puisqu'il a reçu un V12 Ligier l'année suivante et une nouvelle face avant, donc la Matra 670 ou MS 670, MS pour Matra Sport, existante numéro... alors là c'est la numéro 15 de 73, mais la numéro 11 historique est ensuite partie au musée. Et elle est ici en photographie par Art Curial, mais malheureusement elle a été vendue le 5 février, ce qui fait que le musée de Romorantin, le musée Espace Automobile qui retrace l'histoire de Matra, a perdu son joyau, quasiment c'est sa Mona Lisa, hein, parce que après ils ont de très belles monoplaces, ils ont aussi l'espace F1 qui est quasiment inestimable, ils ont un Avantime avec 21 km. Inestimable, toujours, non, ils ont des prototypes et des maquettes de tout type de l'histoire de l'espace, à une Matra Vignale également sur base de 530. Mais la MS 672, c'est comme si on avait... jamais plus on a remporté les 24 heures du Mans avec une telle aura. Oui, Peugeot a triomphé 3 fois. Oui, on a eu une victoire de Bugatti en 39, mais voilà, Matra, c'est Matra. Et malheureusement, Matra, c'est aussi 2003. Fin de l'aventure de Matra Automobile, lorsque Jean-Luc Lagardère a d'abord arrêté l'aventure Matra puis ensuite est mort et que son fils n'a rien changé. Des salariés, une petite centaine de salariés ont crié au licenciement abusif, ont porté l'affaire devant les tribunaux et avec sa vitesse légendaire après 3 recours, la justice française a rendu son jugement 17 ans après, en 2020, jugeant bien Matra Automobile coupable de licenciement abusif et de ne pas avoir tout fait pour sauver son entreprise. Si bien qu'ils ont des dommages à intérêt, je crois, aux alentours de 4,5 millions à retourner à cette centaine, 94 ou 95 salariés. Mes excuses si je me trompe sur le nombre. Et c'est pour ça qu'ils vendent la voiture, du coup, ou pas? C'est exactement à cause de ça. C'est-à-dire que limite, c'est le coup du sort total, c'est le coup de pied de l'âne terrible que de dire, ok, vous voulez de la thune? Vous m'avez emmerdé pendant 15 ans au procès? Ok, je vais vous prendre votre plus beau modèle dans votre plus beau musée. C'est la dernière insulte du groupe Lagardère, on peut le dire, d'ailleurs j'assume d'être attaqué pour ça, parce que je ne pense pas qu'aucun fan de Matra, aucun des salariés porteurs de cette plainte ait un jour souhaité voir la Matra 670 vendue. Malheureusement, c'est le cas. Elle est donc partie à 5 millions net, mais 6 millions 9, tout frais inclus. Alors non, pas net imposable, c'était hors taxe tout, et hors frais de Art Curial, et hors publicité, et hors photographie, et surtout hors TVA. 6 900 000 pour que l'un des plus beaux modèles de l'histoire de France s'en aille. Alors oui, Eddy, ils auront une réplique exacte. Ça ne sera jamais qu'une réplique qui ne roulera jamais. Mathieu Lamour, lui, assure. Mathieu Lamour, c'est la personne à droite à l'écran qui est l'un des responsables de l'Arturiel, assure que le propriétaire qui l'a acquise promet de continuer à la conduire, de continuer à l'emmener sur piste. C'est peut-être un mieux pour un rien. On a souvent, je suis largement de là de mes 2 minutes. Mais on n'a pas compté. On a eu la même explication de la part de l'aventure Peugeot il y a quelques temps qui expliquait la vente de ses réserves comme une bonne chose, dans la mesure où ça fait vivre la collection. Et ça permet à des propriétaires privés d'acheter une part du rêve et peut-être de mieux l'entretenir encore que des modèles qui sont entreposés et quasi oubliés dans les réserves. Donc, mais je ne peux pas m'empêcher de dire et de penser qu'on a là le point final, mais terriblement triste d'une superbe histoire. Je pense que t'es jaloux parce que t'as pas pu l'acheter. Il n'y a pas de jalousie, non. Genre, je sais pas ce que j'en aurais fait. Moi, j'ai les miniatures majorettes avec et sans le logo Gitane, parce qu'entre-temps, il y a la loi qui passait, qui interdisait les miniatures pour enfants d'avoir le logo Gitane. Mais c'est triste. Pascarolo parle du moment le plus amer de toute son existence. On sait qu'il a quand même sévèrement dégusté en accident et en coup dur quand il a dû vendre son écurie, etc. S'il le dit, c'est que
c'est que c'est lourd. Yann Drian, oui. Lagardère n'a plus d'argent. D'ailleurs, à se demander si le groupe Lagardère vaut plus que ses dettes aujourd'hui. Et effectivement, il y a une grosse bataille à couteau tiré entre les grandes puissances du capital français, Bolloré et Arnault. Ce serait très très long à expliquer, mais pour le coup, on peut répondre aux questions si vous en avez. Mais bon, ça n'a pas été la seule vente. D'ailleurs, il y a d'autres voitures qui ont été vendues. Donc, une partie des groupes B de Olivier Quesnel, l'ancien responsable de Citroën Sport, qu'il exposait au manoir de l'automobile, qu'il a vendu pour un bon prix, parce que alors là encore, est-ce que c'est la fin du manoir de l'automobile? La famille Hommel dit non, Olivier Quesnel dit c'était le bon moment pour vendre mes voitures. Est-ce que c'est un mauvais timing ou est-ce que c'est le signe avant-coureur d'un plus grand désastre? Pour le moment, on n'aura toujours pas de réponse, mais on peut pas s'empêcher d'être sceptique. Et vous avez notamment une 205 TCS qui, pour la première fois, a quasiment tangenté le million d'euros, et 1,3 million, je crois, 2 millions 01 pour tout frais inclus pour une Audi Quattro S1. Bon, c'est des groupes B, ça évoque c'est encore capable de rouler, d'ailleurs ça n'a pas besoin d'un ordinateur pour démarrer, donc c'est finalement tous les rallyes historiques se portent bien. Mais là encore, c'est du patrimoine qui va quitter la France, vraisemblablement. Et bon, c'est comme chaque vente aux enchères, c'est-à-dire qu'il y a le côté chaud, il y a le côté impressionnant de voir des raretés, et puis on peut pas s'empêcher de penser que c'est une part du rêve qui revient sur Terre et qui s'en va. C'est très beau. Oui, non, c'est très triste et très beau à la fois, je trouve, la manière. Comme d'habitude, c'est une vente un peu originale. Vous avez ces deux stars, les groupes B, la Matra, qui sont partis. D'ailleurs, pas forcément aussi haut que prévu. Alors, les groupes B, si, mais la Matra était estimée jusqu'à 7,5 millions. 5 millions, c'était l'estimation basse. Ah ouais. Et non pas le parti basse. Mais Saddam Hussein n'y est pour rien. Et on peut toujours se demander qu'est-ce que ça veut dire derrière. Est-ce que les enchères sont mal? Est-ce que le marché se ralentit? Reste qu'à l'heure actuelle, la Matra 670, c'est la plus forte enchère de l'année, même si on en est qu'au 39e jour de l'année. Ce qui est déjà un exploit en soi. Ouais. Petite question supplémentaire, cette vente aurait dû se dérouler pendant Rétromobile. Tout à fait, c'est en fait la vente de Rétromobile dont d'ailleurs l'annulation de Rétromobile a fait espérer aux fans de Matra que la vente de leurs joyaux était reportée. Le salon, oui, la vente, non. Eh oui, il y a des raisons économiques qui ne se discutent pas. Eh oui, c'est comme ça. On a fait le tour des actualités ? On a fait le tour des actualités.